Bonjour à toutes et à tous, ici Mountoru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce Morning Bull Run, nous allons parler de Wall Street qui choisit le Bitcoin. Nous verrons également comment Mastercard compte ouvrir la porte des cryptos à plus de 3 milliards d'utilisateurs grâce à une autre crypto-monnaie que vous connaissez parfaitement bien et que certains d'entre vous ont en portefeuille. On verra également un petit résumé de l'actualité crypto du jour, plus je garde toujours l'info la plus croustillante pour la fin. Les prêts hypothécaires en Bitcoin sont sur le chemin pour être adoptés et ça pourrait changer complètement les deux marchés, que ce soit le marché de l'immobilier ou le marché des crypto-monnaies. On voit ça ensemble dans ce Morning Bull Run. C'est parti. Allez, on commence par cet article. Donc, face à l'érosion du dollar, Wall Street choisit le Bitcoin. Donc, pour poser le contexte, on a Donald Trump qui envisage de remplacer la direction actuelle de la Fed dès septembre. Cette perspective a secoué les marchés et fragilisé le dollar, faisant tomber l'indice du DXY à son plus bas niveau depuis avril 2022. Donc, on a les investisseurs institutionnels de Wall Street qui ont injecté plus d'1 milliard de dollars dans les ETF Bitcoin au comptant cette semaine. Donc plus de la moitié des entrées se sont produites après un article du Wall Street Journal révélant le projet de Trump sur la Fed, comme quoi à chaque déclaration de Donald Trump, il y a des flux de capitaux qui sont assez importants et il en est totalement conscient. Donc faut pas non plus s'exciter pour chaque news parce qu'évidemment il y a beaucoup de manipulations et les médias sont une arme comme une autre pour faire bouger les différents marchés financiers. Donc on a l'indice du DXY, donc la force du dollar face à un panier de devises qui a perdu 1,23% depuis cette annonce et il teste actuellement un support technique majeur autour des 97,50 et en cas de cassure, le prochain support se situerait autour des 90, ce qui signalerait un possible effondrement du billet vert sur du court terme. On a une perspective de baisse des taux, donc les anticipations de baisse des taux en septembre montent en flèche. La probabilité d'une réduction de 25 points de base est passée de 47 à 69% eh bien, en un seul mois. Et donc ça a eu des conséquences évidemment sur Bitcoin. Historiquement, des taux plus bas affaiblissent le dollar et stimulent la demande d'actifs non rémunérateurs comme le Bitcoin, et depuis la publication de l'article du Wall Street Journal, le prix du BTC a grimpé de plus de 2%, atteignant environ 108 360 dollars. Donc on a un petit peu ce qui est mentionné dans l'article, un scénario à qui tout double. On a des analystes comme Seven Enrich qui estiment que juillet pourrait être décisif. Si le dollar casse le support des 97,5, cela pourrait entraîner de grandes répercussions sur les matières premières, l'or et les marchés émergents, dont les crypto-monnaies évidemment font partie. Et on a également quelque chose qui s'est passé au niveau de la masse monétaire. On a la hausse continue de la masse monétaire M2 qui accentue la défiance envers le dollar et pousse davantage d'investisseurs à se tourner vers le Bitcoin, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'en pense? En fait, j'en pense tout simplement que c'est bullish et que sur le long terme, forcément, on a un Bitcoin qui est passé à 110 000 dollars au bout d'un mois avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. On n'a pas eu encore de baisse des taux et le Bitcoin est déjà à entre 105 et 110 000 dollars. Donc, il évolue entre ces deux niveaux et il faut vraiment capter qu'on n'a pas eu de baisse des taux. Et dans un contexte où on n'a pas de baisse des taux, forcément, les altcoins sont tout en bas de la pyramide ou tout en haut, comme vous voulez. Mais c'est le dernier maillon de la chaîne pour les actifs à risque. Et donc, forcément, on n'a pas un marché qui est dans un contexte favorable pour que les actifs à risque s'apprécient. Malgré tout, malgré qu'on n'ait pas eu de baisse des taux, on a quand même un Bitcoin entre 105 et 110 000 dollars. On a tapé un nouvel ATH dans un contexte où on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Et ça annonce que des belles choses pour la suite. On a Mastercard qui va permettre à ces 3 milliards d'utilisateurs d'acheter de la crypto via Chainlink. Donc, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. Donc, on a Mastercard et Chainlink qui ont annoncé un partenariat stratégique majeur avec un objectif, comme je vous le disais, c'est de permettre à 3 milliards d'utilisateurs de carte Mastercard, évidemment, d'acheter directement des cryptos on-chain. Donc, l'initiative veut lever un des plus grands freins à l'adoption du Web3, et bien c'est la complexité technique. Et derrière cette alliance, il y a une ambition, élargir massivement l'accès aux cryptos pour les utilisateurs traditionnels du système bancaire. Donc comment ça fonctionne? En fait, on a Chainlink
qui est, pour ceux qui ne savent pas, le spécialiste des oracles décentralisés, qui va collaborer avec Mastercard et plusieurs acteurs du Web3, notamment Shift4Payments, Swapper Finance, XSwap et 0H, pour mettre en place un accès facilité aux crypto-monnaies. Donc, grâce à une carte à puce et à une interface simplifiée, les utilisateurs pourront acheter des cryptos directement on-chain via leur carte Mastercard, sans intermédiaire de cloud et avec un contrôle complet sur leurs fonds. Donc la stratégie de Mastercard, c'est quoi? C'est que ce partenariat avec Chainlink n'est pas un cas isolé. Depuis 2024, Mastercard multiplie les incursions dans la crypto. Donc on a eu des partenariats avec Kraken pour les cartes de débit crypto au Royaume-Uni en Europe. Ça a été fait également avec Binance. Il y a eu le lancement d'une carte avec MetaMask. Il y a eu une tokenisation de 30% de ces transactions en 2024. Et évidemment, pourquoi ces actions? Eh bien, c'est parce que face à Visa, son concurrent, Mastercard veut devenir un leader dans la tokenisation et les paiements décentralisés. Et donc, en misant sur Chainlink et 0H, Mastercard conjugue rapidité, conformité et simplicité. Eh bien, c'est simplement pour des enjeux parce que cette alliance pourrait ouvrir la voie à des usages comme le paiement en stablecoin via carte bancaire, voire à des applications futures dans la finance décentralisée. Et elle pourrait aussi déclencher une vague d'intégration similaire dans l'industrie. Maintenant, il reste à voir si l'ergonomie et la sécurité convaincront le public encore méfiant vis-à-vis des crypto-monnaies. C'est toujours ces petites actions-ci, ces petites news qui font que on a un écosystème qui se développe. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais quand je vois ce type de news, là, on parle clairement d'adoption. Alors, c'est pas obligatoire que l'adoption passe par Mastercard, mais en fait, c'est les petits pas, les petits pas, les petits pas, les petits pas, les petits pas qui font finalement les grands chemins. Et là, on est sur un grand chemin, donc c'est un petit pas de plus. De manière isolée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on l'additionne avec tout ce qui se passe depuis des mois, voire des années maintenant sur le marché des cryptos, on a une nouvelle initiative qui est extrêmement bullish pour la suite. Donc là, il y a un petit article qui va nous résumer rapidement ce qui s'est passé avant de passer à la grosse actualité vraiment du jour. On va parler d'immobilier et de crypto. C'est que s'est-il passé tout simplement aujourd'hui en crypto? Donc, il y a 3 faits majeurs qui se sont passés. Donc, premièrement, on a la bataille juridique entre Ripple et la SEC qui continue. On a un juge fédéral américain qui a rejeté leur demande commune visant à réduire une amende civile de 125 millions de dollars. Les deux parties espéraient obtenir une décision indicative pour alléger la sanction et revenir sur la qualification des ventes primaires de XRP comme des transactions sur les valeurs mobilières. Et le tribunal a estimé que Ripple avait déjà montré une volonté de repousser les limites légales et qu'aucun élément nouveau ne justifiait un allègement. Et donc, la juge a rappelé que la procédure normale pour contester une telle décision reste la voie d'appel et non une requête directe auprès du tribunal de première instance. Dans un autre registre, on a Galaxy Digital qui a annoncé avoir levé 175 millions de dollars pour son premier fonds de venture externe dépassant son objectif initial de 150 millions. Jusqu'ici, la société finançait seule ses investissements via son bilan. Désormais, ce fonds permettra d'investir dans des secteurs à fort potentiel comme les stablecoins, la tokenisation, les paiements ou encore les couches logicielles qui soutiennent les différents services via la blockchain. Et enfin, on a Invesco qui est devenu le 9e acteur à déposer une demande auprès des régulateurs pour lancer un ETF Solana au comptant. Donc si le projet est validé, le fonds serait coté sous le ticker QSOL et l'ETF aurait pour objectif de détenir directement des tokens Solana et pourrait même pratiquer le staking pour générer des revenus supplémentaires. Ce dépôt illustre encore une fois l'intérêt croissant des acteurs financiers traditionnels à diversifier leur offre d'ETF crypto au-delà seul du Bitcoin. Donc encore une fois, un petit pas, toujours un petit pas. Et donc là, on a un petit pas de plus encore une fois qui est fait vers l'adoption, la régulation, l'acceptation, le changement des différents marchés financiers. Et ce n'est pas tout, puisqu'on va arriver à l'actu la plus croustillante du jour, en tout cas celle qui a pour moi le plus de sens, c'est tout simplement les prêts en Bitcoin. Donc, dans un message qui a été publié sur X, on a Bill Pult, qui est actuellement le directeur de la Federal Housing Finance Agency, donc grosso modo, c'est l'agence fédérale du logement aux États-Unis, qui annonce avoir ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac de se préparer à considérer les crypto-monnaies comme des actifs éligibles pour les hypothèques. Donc Fannie Mae et Freddie Mac, c'est quoi? Eh bien, ce sont des GSE, des Government Sponsor Enterprise, qui sont chargés de racheter des prêts immobiliers auprès des banques
elle les transforme ensuite en titres vendus aux investisseurs, garantissant ainsi la liquidité et le bon fonctionnement du marché hypothécaire américain. Donc ce sont deux grosses entités qui sont sous la supervision directe de la FHFA depuis leur nationalisation durant la crise des subprimes de 2008. Et donc cette décision s'inscrit dans la vision de Donald Trump qui veut faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'intégrer tout simplement les cryptos dans l'analyse financière des emprunteurs, signalant une volonté d'ouvrir davantage le marché immobilier américain à l'écosystème crypto. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça signifie 4 points. Hein. Donc première chose, on a la crypto comme un actif hypothécaire. Donc ça signifie que les détenteurs de Bitcoin ou d'Ether pourraient bientôt utiliser leur crypto comme preuve de solvabilité ou de garantie pour acheter une maison, tout simplement. On a le deuxième point qui est une modernisation du système financier. C'est une reconnaissance officielle que les actifs numériques peuvent jouer un rôle formel dans l'économie réelle. Le troisième élément, c'est que c'est un catalyseur pour l'adoption institutionnelle. Si c'est concrétisé, cette décision, ça ouvrirait un précédent, qui serait un précédent majeur, qui serait donc l'utilisation de crypto pour des décisions de crédit réelles, qui pourraient accroître la légitimité des cryptos, attirer davantage d'investisseurs institutionnels et faire potentiellement converger les marchés immobiliers avec les marchés crypto. Et le quatrième point, c'est qu'il y a une dynamique politique et un risque réglementaire. Pult, qui est proche de l'administration de Trump, milite aussi activement pour baisser les taux hypothécaires. Il a d'ailleurs critiqué plusieurs fois la Fed et ses actions s'inscrivent dans une stratégie beaucoup plus large de dérégulation, doublée d'une possible privatisation de Fannie et Freddie, cela qui crée une tension face aux risques macroéconomiques liés à la crypto dans le secteur immobilier. Donc encore une fois, dans ce morning, on a quand même des bonnes nouvelles. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez avoir accès à plus d'infos, plus souvent, et que je puisse vous expliquer un petit peu en direct ce qui se passe, quelle est ma vision, qu'est-ce que je vois, quelles sont les actualités, quelles sont les datas que nous montre l'analyse on-chain. Bref, il y a vraiment tout un tas de rapports qui sont faits, donc n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, parce que si vous êtes investisseur en crypto, vous devez de suivre justement les Morning Bull Run et les messages qui sont dans le canal Telegram. Et quant à moi, je vous souhaite un bon vendredi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. C'était Moontaurus et je laisse la parole à mon cher Apollo. Ciao, ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, et j'espère que vous avez la forme ce vendredi. On se retrouve comme d'habitude sur les graphiques. Au niveau de Bitcoin, on n'a pas énormément bougé depuis mercredi. On a une petite zone de temporisation là sur les 2-3 derniers jours. Après avoir effectué notre prise de liquidité, notre inducement, on est dans une phase de réaccumulation. On est revenu sur la zone de bloc qu'on avait indiqué ici. On a très bien réagi sur la zone. Et on a une trendline là, qui est en train de se former. Donc on est en train de retester avec la troisième touche cette zone de résistance dynamique. On pourrait voir un retracement là, sur le court terme. Pourquoi pas revenir ici sur cette zone pour réagir et venir enfin casser la trendline. C'est un scénario qui est possible. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation de la cassure de cette zone de résistance au niveau de l'ancienne ATH. Okay, et au niveau d'Ethereum, on a vraiment parfaitement bien réagi sur la zone que je vous avais partagée. Donc cette zone de bloc, on est revenu, comme je vous l'avais dit, sur la trendline. On a fait une nouvelle touche par le bas. Okay, elle nous sert de résistance pour le moment. Et vous voyez les corps là qui se sont alignés avec toutes ces mèches-ci. On pouvait s'attendre à un retracement dans cette zone de déséquilibre. Donc c'est ce que je vous avais dit également. Je vous avais tracé ce niveau qui correspond au breaker de la dernière structure. Alors on n'est pas tout à fait revenu connecter les mèches, mais on est revenu sur la zone du breaker. Ok, on est revenu à peu près sur les 50%, j'imagine. Voilà, donc ça correspond aux 50% de la fair value gap. Donc c'est vraiment très bullish. Encore une fois, on peut redescendre encore un petit peu, faire ce qu'on appelle un mouvement de liquidity run, 1, 2, potentiellement 3 par exemple, pour revenir à nouveau dans le breaker et prendre appui sur la zone afin de repartir sur des plus hauts. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est vraiment à l'intérieur de cette structure ici qui est haussière sur Ethereum. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Je vous souhaite un magnifique vendredi, un magnifique week-end et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.